Bonjour et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien ? Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Poursuivons notre conversation avec Pierre. Et c'est là qu'est né inconsciemment l'orchestre à parfum. Parfaite transition. Donc maintenant, on va parler plus concrètement, même si on a commencé avec les deux nouveautés. Donc voilà, on comprend que c'est à ce moment-là que tu as le déclic et que tu te dis « je vais créer ma marque ». Finalement, pas totalement, parce que j'ai le déclic, si tu veux, de continuer à travailler en tant qu'artiste. Artiste, c'est un grand mot, amateur, parce que mon métier restait de développer des fragrances au sein du développement de grands groupes. Et en fait, le déclic est plus arrivé autour des 30 ans. Tu vois, on parle souvent de la trentaine. Ça faisait 8 ans que je travaillais en parallèle de ma vie professionnelle, la musique et le parfum sur scène. Et donc ça fait 8 ans, j'ai 30 ans, ça fait 8 ans que j'évolue dans des grands groupes. Je suis à Paris, dans un bureau sur une marque géniale que j'adore, qui s'appelle Viktor & Rolf, dans une super équipe avec qui j'ai encore des super relations et que j'adore. Et les questions commencent à surgir petit à petit parce que la création me manque. Compte que dans ces grands groupes, tu sais, à partir des moments, dans les grandes structures, ou petites d'ailleurs, plus on progresse, plus il y a aussi une dimension politique qui grandit. On doit cultiver ses réseaux en interne, à l'extérieur. C'est l'occasion de rencontrer des gens d'ailleurs incroyables, avec qui j'ai noué des liens forts et qui sont devenus des amis. Et je me rends compte au fil du temps qu'en fait, le temps passe trop vite. Les journées s'enchaînent, le rythme toujours speed. À ce moment-là, j'ai appris énormément, mais la création brute me manque. C'est pour ça que je crée un spectacle seul en scène sur Paris, parce qu'à cette époque, j'ai toujours mon groupe à Barcelone. J'ai besoin de m'exprimer aussi à Paris en tant qu'artiste. Donc, je crée un spectacle qui s'appelle le voyage dans tous les sens, dans lequel, en fait, je rappelle Elisa et je lui demande de créer plus de parfums pour plus de chansons. Et ça devient un spectacle qui va tourner pendant 6 mois, 1 an, à Paris, dans lequel il y a 1 heure, 1 heure et demie de spectacle avec de la chanson. Je suis seul en scène avec ma guitare, mon harmonica et 5 parfums qui expriment les chansons et que je fais sentir au public en live. Donc là, je vais encore plus loin, si tu veux, dans cette dimension musique, parfum. Absolument. Tout le concept traversé et ponctué. Et donc, je commence dans un bar de Bastille, puis dans une cave du Marais, devant 20 personnes, 30 personnes, dans un endroit tout petit. Et à un moment, on me propose de jouer ça dans un mini-théâtre, début de Chaumont, qui s'appelle The Artist. Là, avec 50, 60 places, tu vois, mais c'est tout petit, c'est un tout petit théâtre, hyper intime en fait. Là, je peux faire une mise en scène, je peux m'exprimer, je peux faire plein de choses. Et au début, c'est les amis et la famille qui viennent, tu connais pas, qui pointent le bout de leur nez, qu'elle le dire, et qui sentent et qui écoutent le spectacle. Et là, je me rends compte qu'il y a une vraie émotion et qu'on réussit à faire vivre une expérience singulière en live. Il y a en plus un ami qui me rejoint, Guillaume, qui me rejoint sur scène pour des morceaux à la fin, pour faire un duo. Et là, en fait, je me rends compte que je suis arrivé au bout de quelque chose et que j'ai assez quelque part d'outils. Oui, c'était trop. Et que je me sens prêt pour faire un choix. Donc le choix, finalement, c'est fallait que je prenne le temps de comprendre mes émotions, d'écouter mon intuition aussi pour faire le bon choix. Mais c'est, en gros, est-ce que je continue chez L'Oréal et je fais carrière et je m'engage par contre corps et âme dans cette société. 2, je deviens à 100%, je me donne la chance de croire en ma vie d'artiste et je fais que ça. Mais je savais que je pouvais plus tout faire. Et en fait, j'ai choisi de pas choisir, quoi. J'ai choisi de pas choisir et d'aller en fait entre les deux. Et c'est là que l'orchestre à parfum naît. Exactement, c'est là que l'orchestre parfum est né, mais il me manquait quand même des certitudes avant de pouvoir me dire que je quittais L'Oréal de manière sereine. Aller voir mon management et leur dire voilà, je passe à autre chose. Alors j'ai lu qu'en fait Alexandre Scriabine, qui est un compositeur et pianiste russe, serait en quelque sorte l'inspirateur et le mentor de ta marque. Et d'ailleurs il a dédié toute sa vie à produire ce qu'il a appelé le mystère, sans d'ailleurs jamais y arriver totalement de son vivant. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Tout à fait. C'est un artiste que j'ai eu la chance de rencontrer sur un hasard total. J'étais dans une librairie musicale à Paris. Alors, c'est le moment, tu sais, pareil, du grand questionnement. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée l'orchestre parfum? Et je sais pas pourquoi, j'étais attiré dans la librairie musicale. Donc, je me retrouve à feuilleter des partitions, à trouver des vérités là-dedans. Et je tombe sur une partition de Scriabine. Et quand je lis la partition, je tombe sur des annotations, des intentions ou des indications pour l'interprétation que l'artiste ou le compositeur va mettre entre les lignes. Et il y a un vrai langage musical. Il parle de souffle, de raffiné, accords enivrants. Et là, il y a quelque chose d'hyper limite biologique ou olfactif dont il parle de musique. Donc, j'achète cette partition que je garde un petit peu comme tu vois, comme on peut garder une pierre près de soi pour se donner un peu du courage. Peut-être dans l'étude de Scriabine et dans sa vie. Et je me rends compte donc c'est un compositeur russe de la fin du 19e, du début du 20e, qui est né à Moscou. Singulier, mais hyper atypique. Singulier, parce que il a longtemps été incompris, critiqué, quelque chose d'hyper polarisant, dont la musique était traversée par une virtuosité extraordinaire, mais aussi par un côté mystique toujours présent, qui faisait aussi, je pense, très peur aux gens. Il s'est proclamé en fait synesthète, c'est-à-dire que pour lui, les sons étaient associés à des couleurs. Et donc, il a créé un clavier lumière, où le mi était bleu azur, le si était nacré, etc. Sa musique est traversée vraiment par ce côté association musique, couleur, et association de la musique avec les autres sens. Et pour prolonger en fait ça, l'œuvre de sa vie, qui est une œuvre malheureusement qui est restée inachevée, c'est le mystère. Et c'est en fait un concert qu'il avait en tête, dans lequel il y aurait tous les sens. Des peintres en live sur scène, la diffusion d'encens, même jusqu'au côté touché, donc stimulation tactile du public. Le public devait être en fait aussi acteur du concert. Alors, il faut savoir que c'est un projet pharaonique, c'est un live de... Alors, en sachant le contexte politique, géopolitique, du siècle en Russie, enfin, c'est un live de 7 jours dans les contreforts de l'Himalaya. Ah oui, c'était pas à moitié son idée. Il avait dessiné lui-même, qui était une énorme sphère. Alors, on trouve des dessins, on trouve des croquis, c'est extraordinaire. Il y avait une dimension spirituelle et mystique. Ça devait un peu être finalement le dernier concert avant la fin de l'humanité. D'accord. En fait, il en reste une partie de 53 pages qui s'appelle, je crois, l'acte préalable et qui a été transcrit parce qu'il n'a jamais pu en fait réaliser ce concert. Il a jamais. Ben non, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il est né dans sa 40. Il est mort, pardon, il a disparu autour de 40-45 ans. Et il y a un de ses disciples qui s'appelle Alexander Netmin, si ça vous intéresse, qui a passé 30 ans de sa vie à retranscrire cet acte préalable et à le mettre en musique en orchestre. Donc c'est assez incroyable parce qu'on peut entendre... Mais c'est fou que tu sois tombé là-dessus, c'était comme un acte prémonitoire. Donc voilà, et en fait, Alexandre Scriabine, malgré sa folie, est devenu un petit peu... c'est devenu en fait le signe que c'est possible, que si on y croit, on peut croire en ses rêves et que 100 ans avant moi, 120 ans, 130 ans avant moi, il y avait un Russe fou qui avait cru en cette association des sens et qui, comme moi, avait cette conviction que, moi, dans mon humble mesure, évidemment, qu'on pouvait enrichir l'augmentation du public pendant le concert grâce à l'association des sens. Et en fait, il m'a accompagné, il m'a donné un peu cette dimension de courage. Quand tu as l'ange d'un côté et le diable sur l'épaule des personnages d'un côté et de l'autre, lui, c'est un peu Scriabine, le petit diable, qui me disait quelque part, tu dois le faire. Oui. Ah ben, quand on a des idées qui sortent de la boîte, et surtout peut-être dans notre cher pays, il faut effectivement se protéger, se munir de gens bienveillants et qui vont vous tirer et vous permettre d'aller jusqu'au bout. Donc, ta première quête a été d'aller à la recherche de l'odeur et de la musique auprès donc de grands artisans et donc, comme tu disais tout à l'heure, de luthiers. Donc, c'est l'essence de bois de guitare, le cuivre de trombone, le cuir de kora. Quelles ont été tes découvertes les plus fortes? Et comment est-ce que tu as eu cette idée de rentrer dans ces ateliers d'artistes? Comme tu dis, ça a été la dernière pièce du puzzle, finalement, pour vraiment me dire que j'allais faire ce projet. Je voulais répondre à une dernière question avant de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais. En fait, quelle est l'odeur de la musique? C'était quelque chose qui m'obsédait. Et je savais que si je n'avais pas la réponse à cette question, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'entre-temps, je m'étais dit que je n'allais pas continuer à travailler chez L'Oréal. Je m'étais dit que je n'allais pas devenir musicien, artiste à temps complet parce que peut-être que j'avais peur de ne pas y arriver, pour peut-être des bonnes raisons aussi. Je puisse perdre un peu le lien sacré que j'avais avec la musique. J'avais peur de... Si ça ne fonctionnait pas, cette carrière musicale,
j'aurais peut-être perdu un lien avec la Mhm. musique. Donc, je me dis que ça va être une marque et qu'il fallait que je mette les 8 ans d'expérience que j'avais dans le marketing, dans la création de marque, en parallèle avec ce projet un peu synesthésie. Mais il me manquait la dernière pièce, c'était comprendre quelle est l'odeur de la musique. Et ce que je me suis dit, en fait, au bout de pas mal de temps, c'est que il n'y a pas de musique sans musicien, il n'y a pas de musicien sans instrument, et il n'y a pas d'instrument sans artisan, donc sans atelier. Tout à fait. En prenant le sujet à l'envers, je me suis rendu compte que la réponse était peut-être dans un atelier de lutherie. Et par chance, dans la cour dans laquelle je vivais à Paris à cette époque, à Bastille, rue Sedaine, il y avait et il y a toujours des ateliers de luthier, dont un. Chaque fois, je passais devant et j'étais hyper intimidé parce que c'est un lieu pour moi qui est sacré, quoi. On ne doit surtout pas rentrer dans un atelier de luthier. Ils sont en train de faire des choses trop importantes avec tellement de minutie. C'est un peu un temple de la musique. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Si, tout à fait. c'est la porte d'un atelier de lutherie, quelque part. Et un jour, je me jette à l'eau, je me dis que je suis trop finalement attiré par cet endroit. Je toque à la porte et je me retrouve en face de Claire et Pascal, qui sont deux luthiers extraordinaires, qui m'accueillent avec un sourire immense et surtout avec une vraie bienveillance par rapport au projet. Ils disent que le projet est hyper intéressant, que c'est nouveau. Et moi, je leur demande, est-ce que je peux sentir les outils avec lesquels vous travaillez, les essences de bois avec lesquelles vous faites vos violons, vos violoncelles, vos viols de gambe, avec lesquels les vernis, les cols avec lesquels vous travaillez. À ce moment-là, je me rends compte que la musique a une odeur et que j'ai réussi dans cet atelier à trouver la géographie olfactive de la musique. Quelques temps plus tard, je me retrouve chez l'Olifant, gare de Lyon, pour les cuivres, donc pour les cuivres, les métaux, les vernis, etc. Ils m'accueillent pareil, à bras ouverts. Et je me retrouve après, quelques semaines plus tard, à Essaouira. Nous partons en vacances avec ma femme, c'est un endroit que j'adore. Dans l'atelier, dans une toute petite ruelle de la Médina, l'atelier de Saïd, qui construit des gambris, qui est un instrument berbère, un instrument gnawa. Et là, pareil, alors c'est un atelier de 5 mètres carrés. Il nous reçoit avec un thé à la menthe, et là, l'odeur thé à la menthe avec les pots construire. Alors là, c'est pareil, voilà. Et c'est là que je me dis qu'à ce moment-là, voilà, il n'y a plus de doute. La musique a une odeur. Maintenant, il faut que j'aille chercher les similitudes entre la musique et le parfum et les bonnes personnes pour travailler ce projet, quoi. Oui, tout à fait. Parce que donc, en fait, avec tout ça, tu ouvres le champ des possibles et tu libères le pouvoir du parfum. Donc, quel est le message clé, quelque part, ou je dirais le tempo commun de... Mais il y a 2-3 choses qui me viennent en tête. D'un côté, je trouve que déjà, la vie, en termes de matière, entre les sons et les odeurs, est la même. C'est-à-dire que la musique et le parfum, quelque part, naissent de la main d'un artiste, un musicien ou un nez, vivent dans l'air pendant quelques secondes, quelques minutes, et disparaissent. Donc j'ai l'impression que chimiquement, il y a un lien hyper fort entre la musique et le parfum. Et au passage, dans l'interstice, avant de disparaître, vont toucher une émotion et créer une émotion chez quelqu'un qui va sentir ou écouter. Tu vois. Après, je trouve qu'il y a aussi un mot qui résonne sur les deux tableaux, c'est le cœur. Le cœur, parce que déjà, on parle de passion, d'émotion, évidemment, mais on parle du cœur de la chorale en musique. On parle aussi de cœur dans le parfum. Note de tête, note de fond. Quel moment essentiel, quelle âme. Absolument. Et enfin, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte en parlant avec les producteurs et les DJ avec qui on a travaillé, avec Need, Popov et Animal Enemy. C'était des super échanges. On parlait de mastering. Le mastering, en fait, si tu veux, c'est la phase quand on a un mix stéréo dans un studio. C'est l'étape finale en post-production audio qui va en fait harmoniser l'ensemble des éléments sonores du mix pour l'optimiser et faire en sorte que la lecture soit la même et la meilleure sur tous les systèmes. C'est-à-dire que tu l'écoutes sur ton téléphone, sur un sound system ou autre, tu vas l'avoir de la même manière. C'est une égalisation. Et on a la même chose, on s'en est rendu compte en parlant avec ces producteurs, ces artistes, on a la même chose dans le procédé, je trouve, de maturation et de macération du parfum. C'est-à-dire on valide un son studio, on va se retrouver avec un master qui va avoir une espèce d'âme supplémentaire dans le son. On valide un parfum avec un parfumeur, et une fois qu'il est produit, qu'il a macéré, maturé dans les cuves et qu'on le retrouve en flacon, il y a quelque chose de différent, de quasi imperceptible, mais qui va enrichir et qui va le transformer. Complètement. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre au monde de la musique, au monde du parfum, que je trouve assez fascinant d'ailleurs.
Mais maintenant, je comprends, effectivement. Donc, au démarrage, tu as lancé 5 parfums musicaux. Donc, c'est vrai que tu as exploré des genres aussi bien musicaux qu'olfactifs, avec des instruments différents à chaque fois. Comment s'est fait le choix des parfumeurs et des musiciens? Alors, c'était une période clé aussi, parce que pour ce genre de projet, il faut des profils qui comprennent et Oui, qui vraiment ressentent toutes les dimensions de cette histoire pour le mettre d'abord. oui, puis qu'il y ait cette ouverture d'esprit aussi. C'est que j'ai regroupé dans un sac toutes les matières des ateliers. Donc, tu vois, des bois de flamenca, Mhm. des pots de derbouka, de cora, de gambris, des cuivres, de trombone. Et je me suis baladé dans Paris avec mon sac. Je suis allé rencontrer des parfumeurs. Oui. Je suis allé rencontrer des parfumeurs dont on m'avait parlé, avec qui j'ai pas forcément travaillé auparavant. Et là, il y a eu un coup de foudre avec Anne-Sophie et Amélie du studio Flair, qui sont réputés pour adorer ce genre de défi un peu fou, Complètement. qui m'ont tout de suite montré, par leur enthousiasme d'abord et par leurs premières intuitions et par leur premier retour, leur première proposition olfactive, que voilà, on avait mis le doigt sur quelque chose qui était nouveau, et leur composition parfumée Oui. donnait un vrai écho en fait à ce que j'avais en tête. Au voyage, mais aussi aux matières, parce que j'aurais demandé, dans le brief, d'intégrer les matières que j'avais ramenées dans mon sac dans les parfums. C'est-à-dire que Flamenco Neroli, qui est une balade dans les jardins de l'Alcazar à Séville au printemps, qui est un bouquet de jasmin, de néroli, mais aussi de citrus, qui est un parfum assez léger d'été, Oui. a aussi les bois de cèdre qui vont servir à faire la guitare flamenca, c'est-à-dire le cèdre Virginie, cèdre Atlas, que j'ai demandé pardon, à Anne-Sophie et à Amélie d'intégrer dans la formule pour que ça sente l'instrument. Et on a fait ça pour les parfums dès le début. Donc le lien et le fil conducteur est là dès le départ. D'accord. Et alors, est-ce que tu as eu un coup de cœur particulier pour l'un des parfums plus qu'un autre ou c'est comme ses enfants, on les aime tous, mais bon, tout de même, quelquefois, on peut avoir des préférences. J'ai vraiment du mal à répondre à cette question. D'accord. Et alors, ta femme, il y en a peut-être qu'elle aime plus que d'autres. Oui, alors elle porte, elle, encens Asaxa. Elle adore tout ce qui est iris, c'est quelque chose qu'elle adore. Oui. C'est vrai qu'il est beau. Moi, je dois avouer que je porte énormément Piano Santal. Oui. Ouais, et j'arrive pas trop à changer en fait. Oui, oui, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais alors bizarrement, j'ai moins été sensible à la musique. Tu vois, autant pour Surcuire que tu m'as envoyé, j'adore autant la musique que le parfum. Flamenco aussi, mais c'est drôle en fait, sur piano, il y a je suis plus sensible à la mélodie olfactive qu'à la mélodie musicale. Moi, je suis fou du travail d'Edouard Ferlet sur la composition audio, parce qu'en plus, c'est un rêve, Piano Santal. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un rêve, c'est pas un souvenir de voyage. Et je trouve il a réussi à restituer le côté dreamy, côté hyper onirique. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je Oui. l'écoute et que je le sens, ça me transporte. Et juste, j'ai pas répondu à ta question avant, comment j'ai sélectionné ou choisi les musiciens, parce que je t'ai dit pour les parfumeurs, mais pas pour les musiciens. Mhm. En fait, c'est vraiment des gens que j'admire, dont le travail me fait vraiment vibrer, que j'ai vu ou pas sur scène. Oui. Et j'aimerais juste que tu me donnes une seconde pour que je les nomme, parce que c'est des gens. Mhm. L'orchestre Parfum n'aurait pas cette dimension d'émotion, j'en suis. Donc Tout à je fait. veux saluer vraiment et remercier Nicolas Leroy, qui est le premier que j'ai contacté Mhm. à la percussion sur Tederbuka, Mathias Berchatsky à la guitare flamenca, Nicolas Benedetti au trombone sur grosse Oui. trombone, Fumi Ihara sur le koto, qui est juste aussi extraordinaire. Incroyable, tous, hein, tous et toutes, c'est vraiment des personnages vraiment Ah oui, atypiques. ça a l'air d'être un Cher personnage. Diallo à la kora, et Perlet donc au piano, et sur les fragrances électro, le duo Need, mais aussi le Oui. duo Popov et Animal Enemy, qui ont fait un travail extraordinaire. Et voilà, et c'est un travail aussi de confiance. Ils ont accepté de voter à l'eau avec le projet. Et aujourd'hui, je pense que si le projet est si différent et Mhm. apprécié à travers presque 25 pays, j'arrive pas à y croire, mais à travers 25 Oui. pays, c'est parce qu'il y a l'émotion et la vibration qu'ils ont accepté de donner au projet, quoi. Oui, il y a un vrai travail d'équipe et ça va même au-delà. Le fait qu'ils jouent en plus maintenant en orchestre, c'est incroyable, c'est incroyable. Certains se connaissaient pas et ils. Et depuis, tu veux dire, joue maintenant ensemble. Oui, oui, c'est arrivé quelquefois. Pour le lancement de la marque, par exemple, fin 2017, on a joué dans un ancien atelier de menuiserie d'Oberkampf.
jouer tous les 5 ensemble, en live, en enrichissant les morceaux des uns des autres. C'est-à-dire que sur Rose Trombone, tu Oui. n'avais plus juste du trombone, mais aussi de la batterie ou la percu de Nicolas Leroy et aussi d'autres instruments, tu vois. D'accord. On faisait sentir en live les cerises sur le gâteau pour que ce soit vraiment pour rendre hommage à Scriabine. Adrien Demont, qui est un dessinateur extraordinaire, qui est aussi un ami d'enfance, dessinait en live sa sensation de la musique et du parfum avec un système de rétroprojection. C'est-à-dire que le public pouvait écouter, sentir et voir se dessiner en live. Qu'il émergeait de l'artiste. Et c'est là qu'on a vraiment senti avec la réaction de la presse, des professionnels, du public, que l'on avait fait vibrer une corde différente dans la parfumerie moderne. Voilà. Et gros, à ce moment-là, je me rappelle quand je présente les musiciens avant le concert, que j'ai la partition de Scriabine dans les mains. Et que je le salue. Et je lui dis, voilà, je sais pas où tu es, mais voilà, c'est pour toi. Alors, les parfums de l'Orchestre Parfum sont aussi des créations responsables. Donc, raconte-nous un peu plus en détail cet engagement. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le choix. J'ai envie de te dire, on parlait tout à l'heure du confinement et du post-Covid. En fait, aujourd'hui, le consommateur, le passionné de parfum, le passionné de beauté, le passionné de mode, s'attend à ce que la marque soit responsable et un vrai engagement. Mais pas un engagement, excuse-moi le vulgaire, en carton, quoi. Un vrai engagement, avec des faits, plus juste faire du greenwashing. Et ça, ce qui est vraiment un tournant aujourd'hui, c'est que avant c'était un peu finalement la responsabilité de marques, d'énormes marques multimillionnaires qui pouvaient se permettre de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, c'est aussi pour une petite marque qui a 1 an, 3 ans. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter sont tu sais, le terme un peu marketing conso acteurs. Tout à fait. Veulent aussi que leur initiative d'achat ait un sens réel. Et alors, la chance c'est pas une chance parce que c'était conscient et c'était voulu, que l'on a sur l'Orchestre Parfum et pourquoi on se sent vraiment au rendez-vous, c'est que dès le début de la marque, on avait intégré ça. Je me rappelle, chez L'Oréal, j'avais travaillé sur des projets RSE, où j'avais cette culture vraiment de vouloir faire quelque chose de positif avec l'Orchestre Parfum. Et dès le début avant même que la marque se retrouve en parfumerie, on avait intégré ça. Donc, dans une conception made in France, pour le conditionnement, pour la conception, on est sur un alcool de 100% de betterave français, qui à quelques dizaines de kilomètres de là où c'est conditionné. Donc, on a des parfums qui sont à plus de 80-85% naturels. D'accord. Que ce soit dans le concentré, mais aussi dans l'alcool. Une part importante, comme tu le sais, de ce qu'il y a dans le flacon. On fait hyper attention au sourcing. On fait hyper attention vraiment à l'impact environnemental de nos. Et donc, ça, c'est un engagement qui est sur on va dire, la fabrication, sur le packaging. Les tuiles sont FSC, c'est-à-dire que c'est naturellement sourcé, etc. C'est reconditionné pour que ça reparte dans les forêts, etc. Des forêts écologiquement et consciemment travaillées. Mais aussi, c'est le côté engagement socio-éducatif. Et ça, c'est quelque chose qui me rend hyper fier en fait au quotidien. D'accord. Et donc c'est là où effectivement pour toi la musique peut changer une vie et que en fait l'Orchestre à Parfum fait ou œuvre ou a des actions dans ce sens. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors en fait, tout à fait, tu soulignes quelque chose qui est clé dans ce que l'on fait aujourd'hui et qui fait sens pour nous. Je voulais trouver une association ou une ONG, ou en tout cas un groupe de personnes qui partageaient mes convictions. Quand je dis que la musique peut changer la vie, c'est que, en tout cas, elle a changé la mienne. Et à quel moment est-ce que tu t'en es rendu compte? C'est vraiment quand je me suis retrouvé à composer en groupe, collectivement, en studio, en répète, sur scène. Adolescent, j'avais 16 ans, pendant la première grosse scène que j'ai eu le plaisir de partager avec les Harry Poppers, on avait 15-16 ans, on était hyper jeunes. Et à partir de ce moment, oui, tu te retrouves dans quelque chose qui devient une nécessité, quoi, de créer, de partager, etc. Je pense que ça peut changer des vies aussi, parce que c'est le collectif, c'est le partage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance des fois, malheureusement, à se renfermer un peu chez nous et à pas aller vers le dialogue ou vers la rencontre. On dit qu'une rencontre, c'est un partage. Voilà. Et j'ai entendu parler du projet Demos avant le lancement le partage de la marque. Le projet Demos, c'est un projet de démocratisation de la musique pour des enfants de 8 à 12 ans issus de quartiers dits prioritaires. Et en fait, aujourd'hui, ça concerne des milliers d'enfants sur le territoire. Ils ont une 60aine d'orchestres en France et dans les dom-toms, sachant que tu as une centaine d'enfants par orchestre, donc des enfants de 8 à 12 ans, donc des milliers d'enfants aujourd'hui, à qui on donne des cours de musique gratuits en orchestre, à qui on donne aussi des instruments de musique, et on leur donne tous les moyens d'apprendre la musique, alors qu'ils n'auraient peut-être pas eu les moyens, les ressources nécessaires.
je me suis rendu compte en me renseignant sur Demos que c'est un cursus de 3 ans. Et au bout de 3 ans, 50% des enfants qui finissent le cursus, donc des enfants jeunes, qui ont 11 ans, 12 ans, s'inscrivent au conservatoire. D'accord. Oui, donc ça fait vraiment naître des vocations. En fait, tu te rends compte que la musique va rester pour 50% d'entre eux dans leur vie. Mhm. Et que je pense que voilà, c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, je veux travailler, essayer d'apporter quelque part mon énergie à ce projet. Donc, je suis allé voir l'équipe de Demos, on a échangé. Et au final, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens ouverts, accueillants et avec qui on a décidé d'essayer d'ouvrir le champ des possibles de ces enfants. Donc d'un orchestre, l'orchestre West Essonne, qui est composé de 120 enfants, et qui était en train d'apprendre une pièce grecque contemporaine d'Alexandros Tsitsipas, qui s'appelle Opa, et qui devait jouer, malheureusement ça s'est pas fait, cet été pour la fête de la musique, dans la salle Pierre Boulez de la Philharmonie devant 2000 personnes. C'était que les enfants puissent finalement découvrir les liens qu'il peut y avoir entre les arts, tu vois, et là en l'occurrence la musique et le parfum. Donc l'idée qui a été émise, et qui est une idée que je trouve trop bien, c'était que les enfants puissent co-créer un parfum en nous parlant de la musique et de qu'est-ce qu'ils ressentent de la musique et comment ils la vivaient. Donc je suis allé faire des ateliers avec mes parfumeurs aux 4 coins de Paris, avec les enfants pour les rencontrer. On leur a demandé tout simplement, qu'est-ce que vous ressentez de cette musique quand vous la jouez ? Répondez-nous avec des couleurs, des mots, des phrases, et c'est parti dans tous les sens. C'était un vrai feu d'artifice, quoi. On se retrouvait avec des milliers de verbatim, des milliers de déclarations d'enfants qui avaient appris la pièce et qui allaient la jouer quelques mois plus tard. Les parfumeurs ont écouté cette musique, ont pris le temps de lire et d'écouter les enfants et de lire tous leurs retours. Grâce à leurs retours, eh bien, ils ont composé une fragrance pour Demos que j'ai trop envie de te faire sentir. Ah bah oui, tout à fait. Et alors cette fragrance, elle va, on va pouvoir la sentir en l'achetant sur le site de l'orchestre à parfum. Quelle va être sa vie de ce parfum ? La vie de ce parfum, déjà, elle va naître sur scène. Et je suis hyper fier de t'annoncer que malgré le fait que le concert ait été annulé cet été à cause des conditions que l'on connaît, devrait se faire début décembre à l'Opéra de Massy. Ah oui. Et dans lequel le parfum va être diffusé pendant l'interprétation de Opa des enfants de l'orchestre West Essonne de Demos. Et ça va être la première fois finalement que le public va sentir ce parfum qui va être vaporisé par un expert, qui est l'expert français de la vaporisation de parfum, qui a travaillé avec Mathieu Chédid, qui a travaillé avec Amadou et Mariam, qui a travaillé avec Jean-Michel Jarre pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes en live, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Jean-Jacques de chez Takasago qui a créé Piano Santal. Ah d'accord, c'est lui qui a fait Piano Santal, ok. Oui, qui est maintenant parfumeur Caron. Oui, absolument. Maintenant, on va faire un quart d'heure business. Donc, quel est ton regard sur les autres marques de parfum qui parlent parfum et musique ? En fait, il y a une vraie émulation autour de la musique et du parfum ces dernières années. Si bien que c'est devenu, je pense, un sous-segment de la parfumerie de créateurs, la parfumerie, certains disent de niche, même si je pense que la niche n'existe plus vraiment. Et il y a eu l'apparition de marques de plus en plus, dont je fais partie, je n'ai pas été la première à arriver, donc qui travaillent autour de la musique et du parfum. Et c'est devenu quelque chose qui s'est consolidé. Et je trouve ça génial qu'il y ait plein de créateurs qui soient jetés à l'eau et qui aient exploré les liens entre la musique et le parfum, parce qu'on est tous animés d'une même passion. Et en fait, je considère quelque part qu'on est comme des groupes de musique, parce qu'en plus, l'orchestre parfum, je ne parle pas de fragrance brand, je ne parle pas d'une marque, mais de fragrance band, vraiment parce que c'est un groupe de musique pour moi. C'est comme si toutes ces marques, je pense à Room 1015, je salue Mike Unum, Filippo Sorcellini, qui est un mec vraiment passionné aussi. On est tous en fait comme un groupe de musique sur une même scène d'un festival, et en fait on apporte tous quelque chose de différent. Et c'est génial parce que ça offre encore plus de choix aux fans de musique et de parfum pour choisir les énergies, les vibrations auxquelles ils adhèrent, quoi. Il y a assez de concurrence pour, en plus, quand on est des personnes passionnées, qu'on partage vraiment la même passion, parce que je pense que c'est pas forcément le cas. C'est plus intéressant de se voir comme ça qu'en concurrent. Qu'aurais-tu aimé savoir, en fait, quand tu as créé l'orchestre à parfum et qui peut-être t'a manqué en termes business et organisation? Tellement de choses, Bettina, tellement de choses. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est une découverte au quotidien. Et finalement, j'ai envie de te dire qu'il y a tellement de choses. Content d'avoir pas su grand-chose, parce que tout ce que j'ai appris
en live et que Mhm. ça a donné ce que ça a donné. Mais peut-être en savoir plus, ouais, en fait, D'accord. il y a des dimensions que tu n'abordes pas. Alors, j'ai eu la chance de travailler pendant 8 ans dans des grands groupes et j'avais quand même des réflexes. Tu vois, je savais comment on Oui. crée un parfum. J'avais aussi un réseau de fabricants ou de personnes que je connaissais déjà et finalement avec qui j'étais en confiance pour travailler. Donc, finalement, j'ai pas eu de grosses galères, de grosses Mhm. surprises. Mais certains aspects légaux, certains aspects sur la protection intellectuelle, enfin plein de choses qui ont fait que Que tu as appris au fur et à mesure, là, sur le terrain. aller-retour à l'INPI pour des dépôts, etc. Enfin, je connais la route par cœur entre Bastille et l'INPI parce que voilà, on découvre plein de choses, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et c'est un passage quelque part qui fait du bien et qui est important. Ouais, qui est nourrissant. En fait, est-ce que tu as eu un mentor qui t'a plus ou moins accompagné? Alors, au-delà d'Alexandre Scriabine, tu veux dire? Oui, tout à fait. Alors lui, il a une marque spéciale. Tout à fait. Il y a une place toujours là dans ce que l'on fait, hein, c'est clair. Mais après, en plus que mentor, c'est vraiment des collègues, des énergies, des gens, des hommes, des femmes qui m'ont accompagné depuis le début et qui ont fait qu'en fait, c'est devenu la marque que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. D'abord, j'ai envie de parler de mon associé, de mon premier associé et co-founder aussi, Oui. qui est une personne que j'ai rencontrée au cours de mon expérience professionnelle, dont le travail, il est retail designer en fait, et il travaille sur l'expérience client et il dessine Mhm. les expériences, autant graphiques, mais qu'autant en termes de parcours en fait. Et on travaillait sur une marque de parfum, on a hyper bien travaillé et on est devenu hyper amis parce que c'est un fou de musique aussi. D'accord. Et dans ces environnements, des fois de grands groupes, ben voilà, c'est une personnalité avec laquelle on cliquait vraiment. Donc je suis parti de chez Oui. L'Oréal, j'ai travaillé pendant quelques semaines, quelques mois à la marque, et j'ai senti qu'il fallait vraiment cette dimension, tu vois, retail, expérience au sein de... Aller voir un concert dans le 19e, Big Sif, un super groupe américain. Et à la fin de la soirée, je lui dis, écoute, tu vas rire, j'aimerais bien en fait que tu fasses partie de l'aventure. Quelque chose dans ses yeux qui disait un grand oui, mais aussi un grand waouh, 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 waouh. Et là, on s'est retrouvés Oui. lancés ensemble dans cette aventure, à passer des nuits complètes, à créer, à travailler sur le projet. Et ça a été un moment vraiment génial, parce que c'est vraiment, c'est un peu Oui. notre bébé, quoi. C'est aussi avec lui que ça a démarré. On se voit souvent, on continue à créer ensemble. Il n'y a pas une décision artistique qui est prise. Il y a aussi une personne qui était Non, hyper tout à fait. importante dans un Mhm. incubateur, parce que tu sais, on parle pas souvent de ces incubateurs qui sont des structures qui aident ta marque finalement à se structurer. J'ai été chez BGE Paris, qui est la plus grosse couveuse de start-up française, et aussi Positive Planet, Mhm. qui a aussi une approche beaucoup plus aussi responsable. Personne là-bas qui s'appelle Sylvaine, qui quelque part a découvert la marque au tout début, qui a été la première réunion avec mon associé, qui nous a fait flipper, parce que on savait que c'est une personne qui a été top manager dans des énormes groupes de parfumerie qui nous impressionnait énormément. Un peu le baptême du Oui. feu, si tu veux. On l'a rencontré, on savait qu'on allait rencontrer, lui parler du Mhm. projet. Enfin, on avait deux, trois slides pour nous, ça allait dire Oui. beaucoup. Et en fait, elle a adoré le projet, si bien qu'aujourd'hui, elle fait partie du projet. C'est une associée avec qui on parle de la stratégie, du retail, et c'est une personne mais Mhm. qui nous amène une valeur ajoutée extraordinaire. Il y a toujours ce regard serein, son expérience qui nous apporte, qui nous évite, je pense, de faire pas mal d'erreurs et de prendre les bonnes décisions. Et elle nous a aussi aidés, parce qu'elle a énormément travaillé dans des ONG, Mhm. structurer aussi la partie responsable de la marque, notamment avec des mots. Et puis d'autres personnes, comme Olivier, que j'ai rencontré sur un quai de gare à 5 heures du matin. Je sais pas si je t'avais Oui. raconté, mais c'était un moment pareil. Il y a eu un Non. incendie sur la voie, donc le train est annulé. Donc on doit trouver un moyen d'aller dans une ville à 1 heure de route, mais il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi parce qu'il est 5 heures du Oui. matin. On trouve à suivre quelqu'un qui, je pense, va au parking. Il se trouve que c'est une personne qui a eu un vrai succès dans le monde du parfum ces dernières années Oui. et qui nous a rejoint aussi et qui nous aide. Voilà, plein de rencontres comme ça, tu sais, plus ou moins folles, mais qui font que finalement, je me dis Oui. qu'il n'y a pas de, Il n'y a pas de hasard. et évidemment, tous les amis, la famille, alors la famille, évidemment, qui te suit, mais aussi qui te dit attention, t'es sûr que Qui a plus peur que toi, quelque part. toi, mais c'est aussi une preuve d'amour. Oui. Derrière, qui au final se rend compte que voilà, c'était la bonne décision. Donc, je remercierai jamais les amis, les potes d'enfance, tous les amis qui, pour certains, ont créé des entreprises en même temps. Oui. Et qui du coup t'inspirent parce qu'ils te montrent que c'est possible. Donc ça c'était hyper important. Pense Mm. aussi à tous les partenaires. En fait, tous ces gens, c'est aussi des mentors. Tous les partenaires Carafon qui sont les premiers à nous avoir fait une série de 500 flacons laqués à la main pour pouvoir nous aider vraiment, qui nous ont aidés, qui nous ont toujours soutenus depuis le day one. Oui. Les luthiers, les fumeurs, les musiciens, les parfumeries.
attends, les premières parfumeries qui te font confiance et qui te référencent, je pense à Sens Unique. Après, je vois, ça allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a fait Milan, Aix-Sens ensemble sur le même stand, on a vécu des moments incroyables, c'est vraiment devenu des amis. Les premières parfumeries avec qui on travaille, c'est vraiment des gens avec qui on va... Ben, c'est là où la marque, quelque part, se crée. Donc, c'est vrai que c'est effectivement... tout à fait, absolument. Quelles sont les difficultés pour toi du business parfum? Et surtout quand on monte une petite marque. En fait, juste avant de te répondre, je salue juste une dernière personne qui est juste peut-être la personne la plus essentielle. Oui. C'est en fait ma femme. Parce que oui. ça arrive que tu as une carrière qui est un peu programmée chez L'Oréal, que tu as un équilibre, un certain confort de vie, que tu achètes un appartement à Bastille et qu'un jour tu arrives et que tu dis bon bah écoute chérie, non seulement je vais quitter ce groupe, mais en plus je vais créer une boîte. Il y a différentes réactions possibles. Moi, j'ai eu une chance de dingue, c'est que dès le début, j'ai eu un soutien mais inaltérable, un soutien direct de sa part, qui m'a dit mais fonce, ça a l'air génial, tu vas t'éclater, tu vas être heureux là-dedans. Et puis voilà. Et je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de galères, faut tellement tout le temps revenir à la charge 1000 fois dans son business que si jamais aussi à la maison c'est la guerre. Oui, ça peut pas marcher. Ou c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Donc, à travers, c'est vraiment son grand oui, et puis aussi tous ses conseils, parce qu'elle a vraiment aussi contribué à construire la marque et à la construire encore. Par ses réflexions, etc. Donc voilà, parler d'elle parce que ça a été hyper important. Et les difficultés donc, du business du parfum, il y en a beaucoup. Il y a énormément, beaucoup de marques, peu de boutiques, un vrai investissement financier. Mais quelles sont les principales? Le démarrage, c'est le plus dur parce que tu peux même lancer ta marque et tu vas être dans 2-3 points de vente et elle va s'arrêter 2 ans, 3 ans après parce qu'elle n'a pas... Ça n'a pas marché, quoi. Les places sont chères. Je pense que si tu n'arrives pas avec une vraie singularité, avec quelque chose de nouveau, je dis pas ça pour décourager les gens, mais... Tout à fait. Moi, j'ai tout mis sur la table pour l'Orchestre Parfum. Mes économies, je me suis lancé à corps perdu dans cette aventure. Il n'y a pas de on y va à moitié, quoi. Non. Et donc, je pense que si on n'a pas quelque chose dans lequel on croit dur comme fer et qui en plus résonne avec quelque chose un besoin du marché ou quelque chose qui peut être game changer, comme nos amis anglo-saxons aiment le dire, je pense que c'est difficile, quoi. C'est encore plus difficile. Alors justement, quelles seraient les erreurs que tu ne referais pas? Comme je te disais, il y en a tellement, mais elles font tellement avancer. Mais au moins une. Donne-nous-en une comme exemple. Je délèguerai peut-être plus tôt, parce qu'il y a quelque chose qui est inhérent à la startup, c'est que tu démarres seul. En fait, tu démarres seul, même si tu es un associé, même si tu as du monde. C'est que moi, mon associé, il avait son travail à côté, c'est-à-dire que j'étais de 8h du matin à 8h du soir sur l'Orchestre Parfum et je démêlais tous les soucis. La production, le légal, l'investissement, la banque, le parfum, je faisais tout. Oui, donc après, le fait d'avoir été en solitaire au départ, après déléguer est un peu plus compliqué. Oui, alors c'est pas forcément que déléguer est plus compliqué en termes finalement de confiance, mais c'est plus en mode, ok, il faut passer un step, il faut peut-être embaucher, il faut peut-être, tu vois, avoir plus de monde sur la marque. Et c'est pas tant un problème de confiance de déléguer des choses aux gens, parce que j'adore ça et je trouve que ça enrichit tellement le quotidien, mais c'est plus en mode, ok, à quel moment on a passé un vrai step et à quel moment on doit encore plus investir finalement d'argent. Une personne qui va s'occuper du digital, une personne qui va s'occuper du business développement, et on passe de 2 avec mon associé du départ, donc on a 2 autres associés qui arrivent, on est 4, mais je suis le seul à être opérationnel, et là, de 6 mois, on est 3 opérationnels. D'accord. C'est-à-dire que et moi, je m'occupais de tout le reste, que ce soit la direction artistique, que ce soit les deals, voilà, plein de choses que j'ai plus le temps de faire. Enfin, plein de choses sur lesquelles je dois me concentrer pour faire passer la marque encore à un niveau supérieur. Et ça, si j'avais su, je l'aurais peut-être fait un peu avant. D'accord. De quoi, brièvement, es-tu le plus fier? Un projet qui me remplit, qui me nourrit, honnêtement, me dire avant 3 ans d'existence de la marque que c'est devenu mon métier et qu'aujourd'hui, je peux vivre de l'Orchestre Parfum, que je fais travailler plein d'entreprises en France, à l'étranger. De me dire que finalement je suis rentré dans ce monde du parfum de créateur de parfum de niche et qu'on est reconnu aujourd'hui comme tel, une marque qui a bougé les lignes, etc. D'avoir, je sais pas moi, fait par exemple un concert polysensoriel au Bon Marché. Février dernier, premier concert polysensoriel de l'histoire de cette institution de la beauté, quoi, qui est si ce n'est le plus grand, le plus beau magasin au monde. Avoir la confiance des musiciens, des musiciennes, des parfumeurs, des parfumeuses, des luthiers, des fabricants, de tous ces gens en fait qui ont vraiment tout donné pour être dans le projet et nous suivre, ça c'est une fierté énorme quoi, au quotidien. Et quand je fais des mots, c'est ce qu'on arrive à faire avec les enfants et qu'on voit leurs yeux. Ah oui, ça c'est magique. Voilà, non mais c'est dingue, on a vraiment l'impression de faire avancer les choses et de pas seulement faire avancer un business, mais de faire avancer des idées.
on va clore sur un questionnaire perso. En fait, du parfum ou de la musique, quel est celui qui a le plus d'influence sur ton moral? Honnêtement, les deux. Oui. Après, ça dépend du mood. C'est-à-dire que quand je suis heureux, quand je suis en mode happy, la musique va amplifier ce phénomène ce mood. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et quand je suis un peu plus dans une période un peu plus compliquée ou down, je sais que je vais utiliser le parfum pour me cheer up quelque part. Oui. Parce que sinon, la musique, elle va m'abattre. Quel est ton truc anti-stress? Ça va pas vraiment. Je me fais un Ebo Taylor ou une musique vraiment africaine, Oui. un Mulatu Asakté pour repartir dans quelque chose de plus festif et de plus solaire et agréable. Tu vois? Alors, quel est ton truc anti-stress? Le sport. Ok. Ton geste écolo? On essaie d'acheter au quotidien des produits alimentaires de saison et locaux. Comment te ressources-tu? L'amour de la famille. Là, tu vois, enfin, je viens juste d'être papa, c'est quand même, en termes d'endorphine, Oui. même chimiquement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On profite vraiment de ce cocon Hein? familial, les parents, les amis. J'ai une chance immense, c'est que Oui. depuis la maternelle, j'ai un groupe d'amis hyper soudés. Maternelle, il y a une dizaine là de loustiques qui sont là. Complet. Et ça, c'est une source aussi d'amour et de bien-être total quand on se retrouve. Même finalement, j'ai envie de dire, 30 ans après. Et après, il y a quelque chose qui est arrivé dernièrement chez moi, c'est le dépassement de soi. Alors, je te dis pas le dépassement de soi pour moi-même dans la dimension sportive, mais un truc qui me fascine, c'est les ultra-trails, notamment. Ils font notamment une course qui s'appelle la Barclay, qui est une course au fin fond du Tennessee, qui fait 160 km sans aucune assistance, qui est quelque chose d'hyper extrême. En fait, je sais que je le ferai jamais de ma vie parce que j'ai pas la condition physique ou le mental pour le faire. Je trouve que c'est quelque chose qui, quelque part, tu vois, quand je vais regarder des vidéos ou écouter des interviews des gens qui arrivent à faire ça, ça va m'apporter un petit supplément de « Ok, allez ». Quelles sont tes nourritures pour la création, pour la musique ou le parfum? Une rencontre, une discussion, un moment, un livre, une musique, un voyage, tout. Je pense que la création, elle vient si on accepte de toujours pouvoir être ouvert à la création. Et alors, dis-nous, quel est le morceau de musique que tu écoutes en ce moment? J'écoute plein de choses. Je te dis un peu en mode mitraillette, Jackson Sifu, Chili Gonzalez, Altérité d'Edouard Ferlet, qui est un de nos musiciens géniaux, dont j'adore le dernier album. C.W. Stone King, la musique du désert, beaucoup. Pour conclure, terminons donc sur une émotion gustative, donc place à la note gustative. T'es demandé de penser à une recette ou un cocktail que tu aimes et de nous le décrire brièvement et de nous dire pourquoi tu l'aimes. Je vais te parler aussi d'un souvenir de voyage ici. Et je vais te parler d'une margarita qui s'appelle Margarita Rosa Picante, qui est une margarita qu'on a découvert au Mexique dans un voyage dans le Chiapas, un voyage où on a fait. Et on a découvert cette margarita dans laquelle, qui est accompagnée de la tequila, est accompagnée un petit zeste en verre évidemment, mais aussi du sirop de gingembre et un côté salé, un sel vraiment spécifique, extrêmement trouvable ailleurs qu'au Mexique, qui donne un côté pas vraiment salé, mais plus épicé, un peu cardamome, bizarre, difficile. C'est un sel qui a une... C'est un sel de quelle couleur? Une couleur un peu plus marron, comme certains sels, voilà. Et en fait, c'est extraordinaire. C'est un cocktail que j'adore et ça s'appelle le Margarita Rosa Picante. C'est quelques millilitres d'eau de rose pour donner ce côté floral. Ok, bah écoute, un grand merci. Merci à toi, Bettina. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien.